c'est L'Île Poulailler. Merci beaucoup de continuer à me suivre. Ça me fait super plaisir. Je m'excuse un petit peu pour le dernier sujet qui était peut-être un petit peu ennuyeux, un petit peu long, mais c'est un sujet important pour moi qui me tenait vraiment à cœur. Pour ce sujet-là, on va faire un petit peu plus fun. Donc suite sur les tournages de films. Salut. Et t'as vu, je fais ta pub. Ouais. Ouais, tu vas leur raconter plein de petits croustillants là, des secrets, ça va être chouette. En tout cas, ça fait du bien de plus être confiné dans ta tête. Hein. Enfin, un peu d'air quoi. Ouais, parce que toi, tu l'as vu ta tête? Mais t'as pas de masque? Bah non. Tourne ta tête dans l'autre sens, s'il te plaît. Hein. Ouh là là, mais toi, tu vas tourner très vite à l'intérieur là. Ah non, mais c'est bon. Ouais, bah je fais ce que je veux. Tu veux, non, mais... Oh non, pas dans ta tête encore. Non, s'il te plaît. Allez, générique de début. Effectivement, il y aura des anecdotes, il y aura des petits ragots de tournage, toujours dans le respect quand même des gens. Alors je rassure les acteurs et les actrices avec qui j'ai tourné qui seraient par hasard tombés sur ma chaîne YouTube. Il n'y aura rien à l'encontre de la vie privée, enfin voilà, je ne vais pas dénigrer les personnes avec qui j'ai travaillé. Oh, il l'a fait, je suis revenu quoi. T'es sûr que tu veux pas balancer? Parce que je me souviens sur le film Camping, comme Mathilde Seigné faisait la... Mais tout ça viendra un petit peu dans la vidéo un petit peu plus tard, donc ça vous oblige à suivre un petit peu la vidéo sur le long terme. Hein. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez faire les petits pouces, hein. Il doit être par là, quelque part. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet d'un peu de jauger de la qualité de mes vidéos. N'oubliez pas. Alors voilà, sur la première vidéo consacrée au tournage de film, j'avais plutôt parlé effectivement des choses pas rigolotes, c'est-à-dire du financement d'un film et de la production. Là, on va enfin arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire le tournage. Alors l'équipe d'un tournage, comme je l'avais dit un petit peu la première fois, c'est, on va dire, en moyenne composée en France de 60 personnes. On y trouve les gens de la production, de la décoration, ceux du tournage en lui-même et de la post-production. Les gens de la production sont plutôt dans un bureau à s'occuper de tout ce qui est administratif. Les personnes de la décoration ne croisent pas beaucoup les gens de l'équipe technique de tournage parce qu'ils sont effectivement plutôt en amont au niveau travail. C'est-à-dire qu'ils préparent un premier décor. Nous, on arrive quand ils ont fini, pendant que eux, ils vont sur un deuxième décor pour le construire ou le préparer. C'est-à-dire qu'on se croise pas beaucoup. C'est des gens que j'appelais peut-être un peu à l'époque, ouais, allez, je peux le dire, je les appelais les cow-boys. Ça donnait un petit peu l'impression que c'était un peu des gens sauvages, avec quand même une personne en commun, c'est-à-dire entre l'équipe de décoration et l'équipe de tournage. Il y a dans l'équipe de tournage une personne qu'on appelle l'accessoiriste, qui fait un peu le lien entre ces deux équipes. Mais je vous rassure, le côté sauvage disparaît totalement quand on fait des fêtes de tournage. On peut en faire pas mal, hein, parfois une fois par semaine. C'est plutôt quand même super sympa, surtout quand on est loin de chez soi, de pouvoir relâcher un peu la pression et de discuter avec les gens avec qui on travaille et avec qui on n'a pas forcément le temps de parler. Donc ensuite, les gens du tournage, et enfin en dernier, les gens de la post-production. Vraiment la dernière étape d'un tournage, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Là, c'est surtout l'équipe technique de tournage, et en particulier celle que je connais le plus, l'équipe du son. Alors dans l'équipe du son, nous avons généralement 2 personnes, voire 3, et plus si c'est vraiment un gros budget ou un film américain. Nous avons en premier le chef, l'ingénieur du son, celui qui est responsable technique de la prise sonore pendant le direct, qui est donc assisté généralement d'un assistant son, qu'on appelle aussi communément le perchman. On commence par l'ingénieur du son qui va enregistrer le son du film sur un appareil qui, à mon époque, quand j'étais jeune, était à bande magnétique. Non mais là, c'est dans la tête, Gaël. Enfin, sauf si t'arrives plus à... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave, hein, il y a la pilule bleue après. Hein. Donc après, on a très vite évolué vers la bande magnétique numérique et après vers le disque dur et les cartes mémoire. Alors pour ça, je vous conseille un film bien connu, Chanson sous la pluie. Ce film montre bien les difficultés à apprendre le son, surtout au début des films parlants, au début d'Hollywood. Alors ensuite, le perchman. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le côté équité de ce métier. C'est-à-dire qu'on trouve de tous les âges, ça va de 18 à 60 ans. On trouve hommes, femmes, tout ça sur les mêmes postes. Il n'y a vraiment pas du tout de sexisme dans ce métier-là. Même les postes haut placés artistiques sont tenus aussi bien par des femmes que des hommes. Et ben la perche est pareil, il y a beaucoup de femmes qui font perchman, plutôt perchwoman du coup. Et elles le font parfois beaucoup mieux que nous parce que ce n'est pas qu'une question de force. J'ai déjà essayé de faire percher un boxeur professionnel, il n'a pas tenu 30 secondes avant de commencer à tétaniser au niveau des muscles. C'est plus une question d'équilibre. Alors il y a l'équilibre mais il y a aussi le mouvement, c'est-à-dire il faut avoir une fluidité dans le mouvement pour se déplacer et pouvoir suivre les comédiens tout en ne rentrant pas dans le cadre parce qu'évidemment il ne faut pas qu'on voit ni la perche ni le micro. À quoi ça ressemble une perche? Là, vous avez une perche classique en fibre de carbone, donc très très légère. Donc là, on ne le voit pas, mais généralement, on met au bout un micro qui permet donc de faire la prise de son. Donc si on a un micro lourd, une protection contre le vent et parfois un émetteur HF, je vous expliquerai ce que c'est. Et ben sur 1 mètre, ça fait pas encore trop lourd, mais si la perche qui, elle, va jusqu'à 8 mètres,
est complètement déployé, bah là je peux vous assurer que ça fait très très lourd, surtout si le plan dure longtemps. Et minable, t'as vu comment je tiens? Suffit d'avoir des muscles. Ok, je rentre. Donc à l'époque de la pellicule, un magasin qui contenait la pellicule pour tourner faisait au maximum 300 mètres, ce qui fait environ en temps de tournage 10 minutes. Maintenant qu'on est passé au numérique, c'est des cartes mémoire qu'on met dans la caméra. Et bah là, on peut aller jusqu'à 30 minutes. Et je peux vous assurer qu'il y a certains réalisateurs et réalisatrices qui en profitent, qui font durer le plan avant de dire couper. Et bah 30 minutes avec la perche de 6 mètres, avec tout ce qu'il y a au bout, je peux vous assurer que les bras au bout d'un moment, ça morfle. Le dos aussi. Le perchman, que je vous ai dit, métier plutôt physique, a aussi souvent la responsabilité de poser les micros sans fil, les micros HF. Donc un micro HF, ça ressemble à ça. En fait, il y a deux parties. Il y a la partie micro et la partie émetteur. La partie micro est assez petite et la partie émetteur est un peu plus grosse. Ce sont donc deux choses difficiles à cacher, ce qui peut être très compliqué, surtout avec les comédiennes. Oui, parce qu'il faut trouver le moment pour aller les poser sans gêner personne et avoir le temps de le faire. 2, il faut pouvoir le faire dans des conditions où vous imaginez bien que l'actrice, vous allez la déranger. Oui, parce que le meilleur emplacement pour un micro HF sur une femme, pour éviter les frottements, c'est entre les deux seins, naturellement. Voilà, les vêtements sont éloignés du micro, pas d'interférence. Non mais là t'étais pas drôle, parce qu'à chaque fois que tu posais ces micros, tu me planquais dans un coin bien sombre de ta tête. Non, je te parle plus. La plupart du temps, je me faisais aider par la bieuse pour mettre les émetteurs et les micros. L'idéal serait bien sûr d'avoir sur les tournages un assistant et une assistante son. Ce qui nous amène aux anecdotes. Voilà mademoiselle Tia Carrère sur un tournage d'une série qui s'appelait Rolly Hunter, que j'ai faite avec elle pendant 2 ans. À ce moment-là, je travaillais avec un chef très stressant, puis j'étais assez jeune, c'était vraiment mes débuts. Lors d'une journée un peu compliquée, il me demande d'aller vérifier son micro, donc je vais vers elle. Donc à un moment donné, je teste les micros, donc je parle devant le micro. Vous imaginez que la position, c'est celle-là. Et lorsque je me suis relevé, évidemment, les yeux dans les yeux avec Tia Carrère, qui me regardait avec un air genre « Tu fais un beau métier, là ». Bah oui, parce que pendant 2 minutes, j'avais la tête dans sa poitrine. Après, comme je vous l'ai dit, il a trouvé le bon moment pour mettre ce micro et cet émetteur. Bah oui, parce que tout le monde sait faire en même temps les costumes, les maquillages, la réalisation, et à un moment donné, il faut tourner. Bah si vous l'avez pas posé, vous allez ralentir tout le monde. Donc là, je me souviens très bien de Valeria Bruni-Tedeschi, actrice, réalisatrice. Sur ces 2 derniers films que j'ai fait, j'ai pas arrêté de courir après, quoi. Sans arrêt pour lui mettre l'émetteur et le micro. Ah Valéria, un chouette brin de fille. J'aurais pas dit non. Mais c'est toi aussi, hein, t'es tellement coincé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Irrécupérable. Non mais n'importe quoi. Vous imaginez bien que si on est en extérieur, entouré de plein de badauds qui regardent, bah, lui mettre un émetteur à la cuisse et les micros entre les seins, bah c'est délicat. C'est délicat et en plus vous le faites en même temps qu'elle bouge. Donc c'est du sport. Et enfin, il y a le problème de mettre un micro HF sur un comédien-comédienne qui n'a pas envie. Et oui, ça arrive, surtout en France. Je me souviens d'une actrice en particulier qui s'appelle Noémie Lovski, actrice et réalisatrice aussi d'ailleurs, qui avait un caractère qui faisait que bah, le matin, j'avais vraiment pas envie d'aller la voir pour lui mettre son micro. Là, même avec de l'expérience, je vous assure que vous êtes en mode stress total, quoi. Côté masculin, je pense que je décerne la Palme d'Or à monsieur Bernard Tapie, qui lui pense connaître tout mieux que tout le monde alors que vous avez 20 ans de métier. De toute façon, lui, c'était « je ne veux pas de micro » parce qu'aux États-Unis sur les films, ils en mettent pas. Tout à fait, Bernard. Non, mais t'as raison. Une fois où je devais aller mettre un micro à Théa Léonie, c'est la femme de David Duchovny, dans sa caravane, à un moment donné, pendant que je lui mettais, et ça se passait tellement bien que je lui ai dit c'est génial, c'est très agréable de faire son travail sans être envoyé sur les roses. Et là, elle m'a dit si moi je râle parce que j'ai pas envie qu'on me mette un micro HF, bah on me vire. Pourquoi je râlerais alors que vous faites votre métier, quoi. Bah c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément le cas. Et j'ai retrouvé ça aussi quand j'ai fait des émissions musicales Taratata. La différence entre l'état d'esprit anglo-saxon et l'état d'esprit européen. Rien à voir. C'est pas que je veuille cracher sur les Français, mais on a des avantages, mais là c'est plutôt un gros défaut. Alors c'est là que ça devient intéressant pour l'assistant son, c'est-à-dire qu'il est en relation avec tous les corps de métier. Que ce soit pour la perche, où il va être dépendant de la lumière, du chef opérateur, du cadre, vraiment en relation avec beaucoup de gens sur le plateau. Et pour poser les micros sans fil, et ben là ça va être plutôt le HMC, avec l'habillage, les costumes, c'est-à-dire que ces personnes-là vont vous aider à cacher ces micros et à installer les boîtiers pour des personnes qui voudraient pas que ce soit un homme qui le fasse. C'est pour ça que cette connivence qui existe particulièrement entre les costumes et les assistants son, et bien souvent ça fait des couples. J'ai connu pas mal de couples qui se sont formés entre habilleuse et perchman. Et au fait, ton ex, elle n'était pas costumière quand tu l'as rencontrée? Eh ouais, gaulé. Alors voilà, après il y a plein d'autres éléments qui interviennent dans le métier d'ingénieur du son et d'assistant son. Principalement les bruitages, les sons seuls et les ambiances. Ce sont des éléments dont les personnes qui travaillent dans le son au niveau post-production vont avoir besoin.
Il y en a des pas très rigolos, comme demander l'ambiance silencieuse d'un lieu, où il faut demander à une équipe technique de ne faire aucun bruit pendant 2 minutes, alors qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est soit d'aller manger, soit de rentrer chez elle, parce que généralement c'est à ces moments-là qu'on les fait. Et il y en a des plus sympas, comme les broutages et les sons sols, où effectivement là on peut découvrir plein de choses, parce que ça peut être le son sol d'un bruit de fusil, ou d'une ambiance de voiture de sport. Je me souviens sur un tournage d'avoir à faire un son sol d'horloge franc-comtoise. On était en campagne, j'ai dû faire la tournée pendant une matinée de tous les agriculteurs du coin. À la fin de la matinée, j'étais pas vraiment beau à voir. On peut pas refuser l'hospitalité des gens, c'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. La prochaine sera aussi un sujet qui me touche beaucoup, très important pour moi. Sujet sur la confiance en soi et la timidité. Donc je vous dis salut le poulailler, bye bye, à très vite et n'oubliez pas de vous abonner.